Alors, on va enchaîner sans plus attendre avec la dernière séquence de la matinée. Je vais inviter les personnes qui y participent à monter sur scène et on va parler environnement et approche spatiale. Euh, je vous invite à nous rejoindre. Élodie Faure, vous pouvez rester là puisque c'est vous qui allez démarrer. Élodie, vous êtes géomaticienne et vous vous êtes intéressée à la dimension spatiale des expositions environnementales. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci Ariane. Moi, je vais vous parler des approches spatiales, leurs apports et leurs outils et comment on les mobilise dans la cohorte troisième génération. D'abord, j'ai voulu vous présenter quelques cartes pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance de la cartographie. Donc, on va utiliser des cartes pour faire des suivis d'épidémies, notamment par exemple le suivi du Covid-19 et des hospitalisations en 2020, mais aussi une carte sur les épidémies, enfin l'épidémie de varicelle qui est en train de se passer là sur Limoges. C'est une carte qui date de la semaine dernière. Ensuite, on va avoir recours à la cartographie pour prévenir des risques, pour anticiper certains risques. Là, j'ai pris l'exemple d'une crue de la Seine. Donc, la crue de la Seine, c'est une crue qui est très lente par rapport aux crues là, qu'on a pu voir dans les actualités la semaine dernière, qui sont des crues beaucoup plus rapides. Et on a besoin de ces outils-là, cartographiques pour identifier, par exemple, des établissements de santé qui seraient inondés ou au contraire des établissements qui pourraient être, comme utilisés comme des centres de recours pour, secourir des personnes ou pour évacuer certains hôpitaux qui auraient les pieds dans l'eau. On va aussi, représenter des données de santé pour identifier ou pas des disparités, territoriales. Donc la carte de gauche vous présente, le programme de dépistage du cancer du sein. Qu'est-ce qu'on peut, tirer de cette carte? On voit que l'arc méditerranéen, il y a un taux de participation qui est plus faible que sur les régions, Bourgogne-Franche-Comté ou sur la région, de Bretagne. Ces cartes, en fait, elles vont permettre, au pouvoir public de se dire quels sont les leviers, qui puissent être utilisés pour mobiliser les participantes, les femmes, concernées sur l'arc méditerranéen, par exemple. Concernant la carte de droite, c'est une carte qui présente l'incidence, du cancer du col de l'utérus, en France. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'on a une surincidence sur les départements, qui sont sur les rives de Méditerranée et la région, plutôt Bourgogne-Franche-Comté, à l'opposé des régions, des départements du Pays de Loire. Donc ces cartes-là, en fait, nous permettent de voir une réalité qu'on n'arrive pas forcément à traduire, avec des tableaux et de se poser des questions sur pourquoi, on a des disparités, territoriales et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc pour répondre à ces questions, on va utiliser un système d'information géographique. Donc c'est vraiment une organisation en tant que telle, une organisation qui est basée sur l'homme et sur l'humain. Pourquoi je dis vraiment, l'humain? Parce que c'est pas uniquement des logiciels, c'est pas uniquement du matériel, mais c'est des personnes qui réfléchissent. Donc beaucoup de personnes dans l'équipe, E3N réfléchissent à tout ça, sur comment on va créer de la donnée, comment on la collecte, comment on l'analyse et comment on la produit. Et ces données qu'on utilise en géographie, elles sont organisées un petit peu comme des millefeuilles d'informations. Donc on va avoir une feuille, une couche, qui va représenter le réseau hydrographique, une couche qui va représenter le réseau, ferré ou le réseau routier, l'occupation des sols et cetera. Et donc c'est vraiment un système vertueux qui permet de valoriser et de de partager de l'information, géographique pour pouvoir l'analyser ensuite. On a besoin des données. Les données, c'est vraiment le cœur, de notre thématique. On va avoir besoin de données de santé, donc comme je vous ai présenté précédemment, des données qui vont être relatives au taux d'incidence, au taux de mortalité, par exemple. On a besoin de données sociodémographiques pour connaître un petit peu le contexte, donc des données sur la densité de population, des données sur le revenu moyen par ménage, ou par commune, par exemple, les taux de chômage. On a aussi besoin de données géographiques, donc les limites des communes, l'implantation des routes, des rivières, la localisation des établissements de santé, des établissements comme les crèches ou les écoles, par exemple. On peut aussi avoir recours à des images satellites qui vont nous permettre en fait de voir la Terre de façon différente et d'avoir des données qu'on n'est pas capable de collecter en marchant par exemple dans la rue. On a aussi besoin de données géospatiales comme la localisation des participants aux études ou des données pour identifier les mobilités entre
les lieux d'exercice professionnel et les lieux de résidence. Et au final, on a aussi extrêmement besoin de données environnementales comme les cartes sur le bruit, la pollution de l'air, la verdure ou des occupations du sol. Je précise que pour toutes ces données-là, on est très vigilant dans l'équipe à avoir des données qui soient à la fois de qualité et on est vigilant aussi aux secrets statistiques et aux réglementations en vigueur. Donc nous, comment on applique ça dans notre cohorte? On a besoin de savoir où sont nos participants. Est-ce qu'il y a des disparités territoriales dans la répartition des participants sur le territoire? Est-ce que nos participants ont bougé depuis 25 ans? Est-ce qu'il y a des spécificités géographiques? On va aussi s'intéresser à leur exposition, le cadre de vie dans lequel ils évoluent, et puis on va essayer de voir s'il y a des évolutions spatio-temporelles. Donc pour répondre à ces questions, j'ai choisi de vous présenter quelques exemples. D'abord, on a besoin de connaître la localisation de nos participants à une étude. Donc, on va faire ce qu'on appelle une phase de géocodage. Le principe très rapide, c'est à partir d'une adresse postale, on va localiser les personnes sur une carte pour pouvoir les représenter. Ce géocodage, il a plusieurs niveaux de précision. De la précision la plus précise, qui est la plaque adresse, à la précision la moins précise, qui est la mairie. Dans la première génération des femmes, donc, on a pu géocoder 825 000 adresses entre Q1, donc le premier questionnaire et le questionnaire numéro 11. On a géocodé 92% des adresses, les 8% restants étant des adresses en outre-mer ou des adresses incomplètes. La population de la génération 1 de la cohorte est plutôt une population urbaine en majorité. Et les personnes ont bougé en moyenne 1,7 fois d'adresses sur la période. De façon globale, on a au moins on a un peu plus de la moitié de nos participants qui sont localisés à la mairie. Et l'autre moitié, c'est des localisations qui sont plus précises. Et en fait, c'est les femmes qui sont déjà incluses dans nos études épidémiologiques. Et on vise à localiser de façon beaucoup plus précise les 57% qui sont encore à la mairie. Ce travail-là, c'est du temps. C'est du temps pour le data management, pour l'acquisition des données. Donc, je suis ravie de vous présenter cette carte de la répartition des femmes en 1990. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que nos participantes, elles sont principalement localisées sur les centres urbains, sur la région Île-de-France, le nord, les départements du Nord. On voit très, très bien le sillon rhodanien, donc de Lyon à Marseille, les centres urbains comme Toulouse et Bordeaux, par exemple. On s'intéresse au mouvement. Donc là, je vais faire quelques petits allers-retours. Donc, vous avez la localisation en 90 et la localisation en 2014. Et on peut voir que ça change un petit peu. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un départ des femmes des centres urbains vers les littoraux, que ce soit les littoraux méditerranéens ou de l'océan Atlantique, et aussi vers des zones un peu plus rurales. On peut aussi représenter la répartition de notre population de façon différente, où là, on a agrégé les données. Et ce qu'on peut observer en 90, c'est que les départements du Nord, de Paris, des Yvelines, du Rhône et des Bouches-du-Rhône étaient les départements où l'on avait le plus de participantes en nombre. Et si on regarde ce qui se passe en 2014, on voit que le département des Yvelines a perdu un petit peu des participantes. Ça peut être des participantes qui sont décédées, mais des participantes qui ont aussi bougé. Et on a une augmentation du nombre de participantes en chiffres bruts sur les littoraux. On a aussi localisé, donc ça c'est vraiment des premières cartes qui datent d'il y a quelques jours, je suis donc vraiment contente de vous les présenter. C'est la localisation des hommes de la génération 1. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai été assez rassurée parce qu'en fait, la répartition des hommes suit celle de leur conjointe et donc, je trouve ça plutôt rassurant en termes d'analyse qu'on va pouvoir faire dans le futur. C'est toujours une population qui est plutôt localisée dans les centres urbains. On retrouve beaucoup la région Île-de-France, lyonnaise, et on voit une concentration, par exemple, autour de Nice ou autour de Lille. Et puis, on a aussi fait le même travail sur la génération 2, donc, où là, c'est pareil, les enfants sont plutôt aussi localisés dans les centres urbains. On voit très, très bien la répartition entre l'Île-de-France.
On retrouve bien l'arc Lyon, Grenoble, Chambéry, qui était très marqué sur les femmes de la génération 1 et le sud de la France. On a aussi besoin des cartes pour représenter en fait des données. Donc là, c'est l'âge au recrutement. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce que certaines régions avaient eu un recrutement, on avait recruté des femmes plus jeunes ou plus âgées. Globalement, on a quand même 60 des femmes qui étaient âgées de moins de 50 ans au recrutement et cette répartition, elle est assez homogène, sur le territoire. Donc, merci Françoise d'avoir pu couvrir ce vaste, territoire. On s'est aussi intéressé à voir si on avait des disparités territoriales et temporelles. Et là, c'est une carte qui représente l'âge moyen de ménage. Donc ça, c'est l'âge aux premières règles. Et ce qu'on observe avec cette carte, c'est que les femmes qui sont nées avant 1935 ont un âge de ménage un peu plus retardé que les femmes qui sont nées après 1935-1940. Et cette carte-là, elle vient soutenir une des hypothèses qui est la privation alimentaire pendant les conflits de la Seconde Guerre mondiale où on a déjà eu quelques études sur le sujet. Et ce qu'on voit, c'est qu'après d'être né pendant la guerre ne retarde pas la- l'âge des premières règles. J'ai aussi voulu vous présenter cette carte sur le nombre d'enfants moyens par femme selon le territoire. Le chiffre de 2,1, c'est le taux de renouvellement des générations. Donc, c'est là où on peut garder une population assez stable. On voit que Paris, le nombre d'enfants moyens par femme est beaucoup plus bas que sur les régions de Normandie, Bretagne ou un grand arc nord-est. Comment est-ce qu'on applique tout ça en épidémiologie environnementale? Donc, on va avoir besoin de ces informations pour étudier l'association entre des expositions environnementales et la survenue de maladies dont vous en parlé mes collègues ce matin. On a besoin de localiser les participants aux études et on a besoin de données environnementales pour pouvoir faire des calculs d'exposition individuelle au niveau du participant sur la période d'étude en tenant compte de sa mobilité résidentielle. Les données environnementales, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai choisi de vous présenter une approche vraiment SIG où vous avez une industrie qui va émettre des dioxines avec une cheminée, des participants qui résident à proximité et si on veut évaluer leur exposition aux dioxines, les cheminées, la fumée, elle sort et elle va être drivée par les vents dominants. Nous, ce qu'on a fait avec Delphine et Thomas, c'est qu'on a créé des couches géomatiques SIG qui nous permettent d'identifier les femmes qui sont le plus exposées, celles qui sont le moins exposées. Ça a déjà fait l'objet de plusieurs papiers, et dont un qui était marqué en révision, mais qui a été accepté ce matin. C'est ça, Delphine? On peut aussi représenter la pollution de l'air avec des cartographies. Donc ça, Thomas vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais là, vous pouvez voir en fait la variation des concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines sur 20 ans. On voit à la fois une évolution dans le temps, mais aussi une évolution spatiale. Je voulais aussi vous parler des images satellites. Donc, on utilise les images satellites, par exemple, pour estimer les expositions à la lumière artificielle la nuit, où on va, pour chaque participante, leur affecter une valeur, une valeur d'intensité lumineuse la nuit. Donc, ce projet-là a fait l'objet d'une thèse qui a été soutenue la semaine dernière sur le lien entre exposition à la lumière artificielle la nuit et risque de cancer du sein. Et une des perspectives qu'on a dans la cohorte avec les nouveaux outils qu'on va pouvoir utiliser, dont les images qui sont prises depuis la Station spatiale internationale, qui nous permettront d'avoir des images beaucoup plus précises et qui intègrent des données comme la lumière bleue. Je pense que là, je vais passer la parole ensuite à Thomas et Delphine. Et puis après, moi, je reviendrai vous parler d'un autre projet qui vont. Donc, Thomas et Delphine, c'est peut-être parfait. Oui, effectivement, on va enchaîner. Merci beaucoup, Élodie. On aura le plaisir de vous entendre à nouveau dans quelques instants. Mais effectivement, on va parler pollution de l'air avec vous, Thomas Coudon. Vous êtes expologue. Alors, on n'a pas forcément l'habitude de cette appellation d'expologue environnemental au Centre Léon Bérard. Et vous allez effectivement, comme l'annonçait Élodie, nous parler de l'exposition des femmes à cette pollution qu'elle vient d'évoquer. Et puis, dans la foulée, Delphine Pro, en tant qu'épidémiologiste, vous nous direz si cette exposition a un lien ou pas avec le risque de cancer du sang. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais profiter de l'introduction d'Élodie justement pour vous parler de ces approches spatiales, de comment on a pu mettre en place des méthodes pour évaluer l'exposition à la pollution de l'air
grâce aux données de la cohorte 3N, et Delphine vous parlera un peu plus des résultats concrets de ces études. Donc, j'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre de l'intérêt de travailler sur la pollution de l'air. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est devenu assez mainstream. Il est couvert quotidiennement dans différents journaux. Là, j'ai pris quelques titres de la semaine dernière qui parlent de records de pollution de l'air qui ont entraîné la fermeture d'établissements scolaires, de pics de pollution dans le nord de la France. Et cet intérêt du public pour la pollution de l'air, il se couple avec un intérêt de la recherche également. On voit qu'entre le début des années 2000 et aujourd'hui, on est passé d'environ 800 publications par an à plus de 5000. Et donc, vraiment, il y a une plus grande compréhension des liens entre pollution de l'air et des effets sur la santé. Et aussi, on se rend compte qu'il y a un impact très large de la pollution de l'air. Donc, c'est une problématique qui est à la fois ancienne et complexe. Donc, je vous ai mis ici 4 images qui résument bien un petit peu cette problématique. Une image à Londres en 52 avec un épisode de pollution industrielle au SO2, épisode assez connu du smog de Londres, où il y a eu plusieurs milliers de morts en quelques jours. Donc, c'est des niveaux de pollution qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais on a encore aujourd'hui dans le monde des niveaux de pollution qui peuvent être très élevés, comme en Inde, par exemple, avec ici une photo qui est plutôt liée à de la pollution liée au chauffage, donc avec des techniques de chauffage qui sont peu performantes. Mais on a également des niveaux de pollution ponctuellement qui peuvent être élevés, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Donc vous avez une photo à Paris en 2024, avec là une pollution qui est plutôt liée au trafic du NO2, et à Lyon, une photo non retouchée liée à un épisode de pollution à la poussière du Sahara. Donc sur ces 4 images, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a 4 sources différentes: industrie, trafic, chauffage, des sources naturelles, 4 polluants différentes, des polluants qui n'ont pas la même toxicité, des polluants qui n'ont pas le même comportement dans l'atmosphère, et tout ça donc rend les choses un petit peu complexes à étudier. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand même globalement, quand on s'intéresse à des indicateurs à peu près stables, on constate que pour la plupart des polluants, voire pour la grande majorité d'entre eux, les concentrations dans l'air ont tendance à baisser, à l'exception de l'ozone, qui est un polluant, ce qu'on appelle secondaire, donc qui n'est pas émis directement par l'homme. En revanche, on voit sur le graphique de droite que c'est assez délicat de lutter contre cette pollution de l'air, parce que souvent, les sources d'émissions sont multiples et c'est rare la configuration où on a un seul secteur qui est responsable de toutes les émissions. Donc souvent, il faut un effort sociétal important pour arriver à diminuer ces émissions. Donc, malgré la baisse assez marquée des concentrations de pollution de l'air, on est quand même dans une situation d'exposition non négligeable aujourd'hui. Donc, par exemple, si on regarde les chiffres en Île-de-France qui sont communiqués par Air Paris pour l'année 2023, on voit que si on se base sur les recommandations OMS, qui ne sont pas les seuils européens, donc les recommandations OMS qui ne sont pas des seuils obligatoires, on a 85% des Franciliens qui sont surexposés au dioxyde d'azote, par exemple, plutôt émis par le trafic, et la totalité d'entre eux qui sont surexposés aux particules fines. Donc on voit qu'on est un petit peu dans une situation où on a fait des gros progrès sur les dernières décennies, mais les avancées de la recherche montrent qu'il y a besoin de continuer ces efforts et de continuer à diminuer les expositions. Donc, dans le cadre des études en cancérologie, et quand on travaille voilà, sur des cohortes, comment est-ce qu'on peut arriver à reconstituer ces expositions environnementales? Il y a un certain nombre de complexités. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une variété de sources à prendre en compte. Donc, si on veut être exhaustif, il faut essayer d'élargir le nombre de sources à prise en compte. Il faut essayer de considérer le plus de polluants possible s'ils sont pertinents. On a un problème de données, puisque les mesures standardisées de pollution de l'air existe depuis seulement quelques décennies. Il y a des polluants qui sont plus complexes que d'autres à mesurer, donc notamment les particules fines, pour lesquelles la technique de mesure s'est stabilisée autour des années 2010. Et quand on travaille sur les liens entre pollution de l'air et cancer, souvent il y a un temps de latence entre exposition et apparition de la pathologie, ce qui nous oblige à reconstituer les expositions sur des temps longs, 15-20 ans, et donc on a besoin d'essayer de tirer voilà, des modèles qui restent performants dans le temps pour pouvoir répondre à ces questions, et des modèles qui doivent être applicables sur un grand nombre de sujets, et donc applicables sur des territoires assez larges. Donc à ce titre, je vais vous présenter 2 approches qui ont été un petit peu présentée rapidement par Elodie. Donc une première approche, dans une étude où nous nous sommes intéressés au lien entre exposition aux dioxines et au cadmium d'origine industrielle et le risque de cancer du sein dans la cohorte 3N. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé ce travail, il n'existait pas de base de données des émetteurs de dioxines en France, ou alors il n'y avait que quelques sources de dioxines qui étaient déclarées. Donc nous avons fait un très gros travail d'inventaire de sources qui a duré plus de 2 ans. Donc c'est la carte avec les petits points rouges. On a pu inventorier environ 3000 sources actives entre 1990 et 2023.
Pour chacune de ces sources, on a fait un gros recueil technique, on a envoyé des questionnaires, on a contacté les industriels, on a évalué les émissions année par année. On a couplé ça avec les lieux de résidence des sujets et des données météorologiques, donc avec travail collaboratif avec Météo France. On a voulu valider notre approche, donc on s'est rapproché de, par exemple, l'École centrale de Lyon qui pouvait faire des modélisations très précises à certains endroits en France. Et on a comparé ce petit indicateur que Elodie vous a présenté, qui prend en compte, par exemple, la direction du vent, et on l'a calibré pour qu'il matche bien avec les endroits où on disposait de données très précises. On l'a entraîné, ce qui nous a permis d'avoir une petite équation qui nous prédit les expositions, donc assez simple en réalité, hein. La, le temps de résidence, l'intensité de l'émission, la distance à la source, le vent et la hauteur de la cheminée des industries. Donc ça, c'est une approche qui a été développée, voilà, très spécifique pour une étude, mais qui derrière peut être déployée, c'est ça aussi l'intérêt, dans d'autres études pour d'autres pathologies. Et l'autre approche que je vais vous présenter, c'est plutôt une approche qu'on a appelée territoriale pour s'intéresser aux expositions aux polluants urbains. Donc là, c'est des polluants pour lesquels on dispose d'un peu plus de données. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la présence d'éléments géographiques qui seraient des indicateurs d'exposition. Donc là, dans notre exemple simplifié, on a deux stations de mesure A et B qui sont proches de routes et de, en gris, zones industrielles. Et on va se rendre compte que finalement, c'est la proximité aux routes et aux zones industrielles qui induit une forte concentration dans cet exemple-là. Donc on va récupérer toutes les stations en France, on va réaliser des régressions linéaires et d'autres approches statistiques, et ça va nous permettre d'obtenir là, une petite équation qui nous prédit finalement les concentrations en fonction de paramètres qui sont géographiques. Donc, est-ce que j'ai une route de tel type à proximité de mon domicile, ou est-ce qu'il y a dans un rayon de 10 km autour de chez moi tel type d'industrie ou des parcs ou des zones agricoles. Et donc derrière, on peut l'appliquer aux adresses. Donc là, dans cet exemple fictif, encore une fois, le sujet B, étant loin de toute route et de toute zone industrielle, serait considéré comme très peu exposé. Donc derrière, ça nous permet de générer ces cartes-là. Donc c'est des cartes qui couvrent l'entièreté du territoire de France métropolitaine avec une très bonne résolution et qui donc se basent essentiellement sur des données géographiques. Donc dans le cadre de notre projet, on travaille sur l'exposition sur 21 ans, entre 1990 et 2010 et 2011. Et donc nous avons réussi à créer ce genre de carte, à développer ce genre d'approche sur du coup un temps assez long, et on voit bien, comme le soulignait Elodie, les variations de pollution de l'air qui sont apparues sur ces échelles de temps-là, avec notamment par exemple le NO2 qui est un polluant essentiellement lié au trafic, une réduction de la zone d'impact de ce polluant-là. Pour les particules, qui est un polluant plus régional, on a plus une baisse un petit peu comme ça généralisée des concentrations, et pour l'ozone, finalement, on pourrait presque calquer la carte de 2010 sur 90, il n'y a pas énormément de variations. Donc ces données-là, c'est vraiment les données qui ont nourri les études épidémiologiques. Et donc Delphine Pro va prendre le relais maintenant pour vous présenter directement les résultats issus de ces données qui ont été créées grâce à des approches spatiales. Merci beaucoup. Du coup, en effet, maintenant, moi, je vais vous montrer un peu comment on a utilisé ces données qui ont été développées par Thomas et l'équipe qui l'entoure. On a travaillé d'abord sur une étude sur le cancer du sein. Donc, ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure que le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent, donc le plus fréquent chez la femme en France et dans le monde. Et puis, avec les nouvelles données de l'OMS, on sait aussi que la France est aujourd'hui au premier rang mondial pour l'incidence de ce cancer. Et puis, en ce qui concerne les facteurs de risque, tout à l'heure, Francesca, on a aussi parlé, le cancer du sein, c'est un cancer qu'on appelle multifactoriel. Et parmi les facteurs de risque qui sont suspectés, il y a les expositions environnementales. Et donc, nous, on a mené une collaboration du coup avec l'équipe de la cohorte E3M pour développer une étude qui s'appelle l'étude de Xener. Et on s'est basé sur les données de la cohorte en incluant toutes les femmes de la cohorte qui avaient été diagnostiquées d'un cancer du sein entre 1990 et 2011 et qui résidaient en France métropolitaine et qui avaient leurs adresses résidentielles qui étaient disponibles. Donc, je vous expliquerai après pour quelles raisons. Et donc, à ces femmes, donc ces 5222 cas de cancer du sein, on a attribué des femmes de la cohorte qui étaient non malades, donc on appelle témoins.
Et pour chacune de ces femmes, on les a, ce qu'on appelle appariées, c'est-à-dire que, les témoins devaient être, du même département de résidence à l'inclusion, du même âge, avoir une date de recrutement, de plus ou moins 3 mois, donc proche, le même statut ménopausique à l'inclusion, puisque c'est un facteur de risque important pour le cancer du sein. Et puis aussi pour les études à venir, une disponibilité d'échantillons biologiques qui était la même entre nos cas et nos témoins. Et donc, on a pu bénéficier finalement des travaux qui vous ont été présentés juste avant, grâce en fait au recueil des adresses utilisées pour l'envoi des questionnaires E3N, donc de Q1 au questionnaire Q10. On a pu obtenir la localisation des femmes en termes d'adresses résidentielles sur la période 1990-2011. Et puis en superposant ces couches, là, comme Élodie l'a expliqué, en superposant ces localisations avec les cartes d'exposition aux 8 polluants qui ont été étudiés dans le projet Xener, donc avec des modèles qu'a expliqué Thomas tout à l'heure, on a pu avoir une exposition annuelle moyenne pour chaque femme de 1990 jusqu'à la date de diagnostic du cas. Et puis, on a voulu aller plus loin dans la méthodologie, puisqu'on sait que on est exposé pas à un seul polluant à la fois, mais à de multiples polluants. Donc, c'est cet effet cocktail qu'on a voulu considérer. Et donc, on a développé le projet EMAPS qui, du coup, a pu s'intéresser aux différentes méthodes statistiques possibles pour tenir compte de ces expositions multiples. Et puis ensuite, on a souhaité aussi s'intéresser non seulement aux adresses résidentielles, mais aussi aux adresses professionnelles des femmes de l'étude, parce que finalement, on n'est pas toute la journée à notre domicile, on est aussi une grande partie de la journée sur notre lieu de travail. Et puis aussi, durant les trajets, potentiellement, on est exposé à la pollution de l'air. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier, je vois qu'il y a beaucoup de femmes de l'étude qui sont présentes aujourd'hui, à celles qui ont répondu à ce fameux questionnaire Histoire résidentielle, qui était un questionnaire hyper long et complexe à répondre, puisqu'on a demandé aux femmes de l'étude de nous donner toutes leurs adresses résidentielles et toutes leurs adresses professionnelles depuis le début de leur vie. Et donc, je sais que ça ne devait pas être un exercice facile qui a pris du temps. Et donc, vous pouvez le voir que ces données ont été utilisées et que ça nous a servi pour ce projet qui est le projet APOPCO, et donc qui visait du coup à considérer une exposition plus complète sur la journée en pondérant finalement le temps passé à la fois donc à l'adresse résidentielle, à l'adresse professionnelle et durant les trajets. Et donc on a eu une thèse qui se finit là, à la fin de l'année sur ce sujet-là, sur comment aussi estimer les expositions durant les trajets. Donc, elle a pu reconstituer finalement les itinéraires qui pouvaient être pris par les femmes grâce aux adresses résidentielles et aux adresses professionnelles qui avaient été communiquées dans ce questionnaire Histoire résidentielle. Et du coup, on a pu tenir compte des expositions durant les trajets, qui sont finalement des moments de la journée où il y a des pics de pollution et on peut être très exposé à la pollution de l'air. Et elle a aussi pu tenir compte de l'inhalation, car quand on utilise un mode de transport actif comme le vélo ou même la marche, on a une inhalation qui peut être différente et qu'il faut tenir compte quand on parle d'exposition à la pollution de l'air. Donc, en termes de résultats, donc, Thomas le disait tout à l'heure, et c'est le cas du coup pour les femmes de l'étude, il y a eu une baisse des expositions à la pollution de l'air aux adresses des femmes de l'étude entre 1990 et 2010. Donc ici, vous pouvez voir l'exemple pour 4 polluants, le benzoapyrène, les polychlorobiphéniles, les PCB, les particules fines, PM2,5, et le dioxyde d'azote, NO2. Mais on voit pour ces deux derniers pour lesquels il y a des seuils définis par l'OMS que les femmes de l'étude sont quand même au-dessus de ces seuils, surtout le long de la période de suivi. Et puis, en termes d'association avec le risque de cancer du sein, donc nos différentes études ont montré qu'il y avait une augmentation du risque de cancer du sein qui a été observée ou suggérée pour 6 polluants, donc les PCB, les benzoapyrènes, les particules fines PM2,5, les particules PM10 et le dioxyde d'azote, et ainsi que les dioxines. Donc, c'est la fameuse publication qui a été acceptée aujourd'hui.
Et puis que cette augmentation du risque, elle a aussi été montrée quand on considère l'exposition simultanée aux 7 polluants sur lesquels on a travaillé, et ce, avec plusieurs méthodes statistiques et plusieurs méthodes d'estimation de l'exposition à la pollution de l'air. Donc ces résultats, ils confirment qu'il est important de baisser les expositions de la population à la pollution de l'air, car ça peut avoir un effet non seulement sur des maladies respiratoires, comme c'est déjà connu, mais aussi sur le risque de cancer du sein qui n'était pas forcément très suspecté à la base. En ce qui concerne les perspectives de recherche, donc nous, on souhaite continuer à avancer dans la recherche et notamment dans la prise en compte des expositions. Et nous, on voudrait s'intéresser aussi aux expositions vie entière. Donc le questionnaire histoire résidentielle va aussi servir à cette étude-là. On souhaiterait développer un indicateur dès la naissance des femmes, puisqu'on sait que pour le cancer du sein, il y a des périodes de sensibilité critique qui jouent un rôle très important sur le risque de cancer du sein, qui sont notamment les expositions in utero durant l'enfance, durant la puberté, durant les grossesses et durant la ménopause. On souhaite aussi prendre en compte plus finement les expositions à la pollution de l'air et notamment aux composés des particules. On se rend compte que parler de particules fines, finalement, en termes de santé, ça peut avoir un intérêt de regarder plus précisément que sont ces composés des particules qui peuvent avoir des toxicités différentes. Et puis évidemment, on souhaite utiliser toute cette compétence, expertise qu'on a pu développer grâce à ce projet Xener qui a pu continuer à se développer au cours du temps, pour utiliser cette méthodologie aussi à d'autres pathologies de la génération 1 de la cohorte. Donc il y a déjà des études qui ont été faites sur le lymphome non-hodgkinien, et puis il y a des études en cours sur le cancer du poumon dans la cohorte et sur la polyarthrite rhumatoïde. Et on souhaite bien sûr que ces cartes puissent être mises à disposition pour étudier d'autres pathologies dans la cohorte. Et puis, on a aussi comme objectif de s'intéresser à l'effet intergénérationnel de la pollution de l'air et notamment des effets sur la génération 2 et pourquoi pas sur la génération 3 de la cohorte. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je tenais vraiment à vous remercier les participantes évidemment et puis aussi à l'équipe de la cohorte parce que nous, du coup, on est une équipe extérieure qui travaille sur les données de la cohorte et donc c'est une belle collaboration qu'on a. On a des perspectives de recherche et donc je voulais vraiment remercier l'équipe de la cohorte 3N pour le travail qu'on peut faire ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Élodie, comme annoncé, je vais vous proposer de reprendre la parole pour nous parler cette fois-ci du bien nommé projet Brouhaha, autrement dit des liens entre l'exposition au bruit d'un côté et de l'autre côté des pathologies comme l'hypertension ou encore le diabète. Merci Ariane. Donc, oui, le bien nommé projet Brouhaha, qui s'intéresse à l'exposition au bruit des transports et le risque de diabète de type 2 dans la génération 1 de la cohorte. Donc, j'ai des choses qui ne s'affichent pas totalement, c'est pas grave. Donc, on s'intéresse au bruit issu du trafic routier, le bruit issu du trafic ferré et au bruit issu du trafic aérien. Donc, c'est les 3 types de bruit qui sont considérés dans l'étude. Je vais vous donner quelques éléments de contexte au niveau du bruit. Donc, le bruit se mesure en décibels et on peut avoir des sensations différentes selon le contexte dans lequel on se trouve. Si vous êtes sur une place tranquille en été, vous êtes exposé à 40 décibels. Par contre, si vous dormez et que vous avez un petit moustique qui vient vous visiter dans l'oreille, ça ne sera pas du tout la même sensation. Pourtant, c'est la même intensité sonore. De la même façon, si vous êtes dans une fête foraine ou un parc d'attractions, vous allez être exposé à un niveau sonore de 90 décibels et la sensation sera différente si c'est un poids lourd qui vous frôle sur le trottoir, qui passe à 1 mètre de vous. Donc il y a vraiment une notion de gêne et de notion subjective par rapport au bruit et nous, dans l'étude, on utilise des indicateurs qui nous permettent des mesures objectives du bruit avec l'indicateur LDN qui nous permettent de considérer le niveau sonore moyen sur 24 heures ou le L-Night, le LN, qui prend en compte uniquement le bruit sur la période nocturne, généralement entre 22h et 6h. Au niveau réglementaire, donc l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter le bruit des avions à 45 décibels, 53 décibels pour le bruit issu des trafics routiers et 54 décibels pour le bruit ferré.
Les seuils réglementaires français sont plus élevés que les recommandations de l'OMS. Et en fait, l'OMS considère qu'il y a des niveaux supérieurs à 40 décibels la nuit et entre 45 et 50 décibels en journée. Il y a des effets extra-auditifs qui sont possibles, à savoir les troubles du sommeil, ressentir de la gêne, avoir un diabète de type 2, souffrir d'hypertension artérielle ou déclencher d'autres maladies cardiovasculaires. Et en 2011, alors ça date un petit peu, mais un Français sur 3 en fait déclarait souffrir d'un trouble du sommeil qui était lié au bruit. Quelques mots rapides sur le diabète, on en a parlé ce matin. Donc le diabète, c'est une maladie chronique qui correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang. Les facteurs de risque, donc il y a l'âge, l'histoire familiale de diabète, souffrir d'hypertension artérielle. Comme l'a expliqué Francesca ce matin, donc être en situation de surpoids et ou d'obésité et avoir un mode de vie plutôt sédentaire avec un manque d'activité physique et avoir une alimentation trop grasse et trop sucrée. En France, on dénombre en 2021 4,2 millions de personnes avec un diabète de type 2. Et au niveau de l'incidence, de la prévalence pardon, sur le territoire français et des territoires d'outre-mer, on observe en fait justement sur l'outre-mer des taux de prévalence plus importants que sur des régions par exemple comme la Bretagne ou l'arc atlantique, en opposition avec des taux de prévalence plus importants entre l'île et la région de la Bourgogne. Euh, Ça saute aussi, ouais. Donc les facteurs liés au mode de vie n'expliquent pas à eux seuls en fait cette incidence du diabète en France et dans le monde. Et on pense que c'est intéressant de s'intéresser à des facteurs non traditionnels de risque, comme l'exposition au bruit. Donc en fait, le bruit va avoir comme mécanisme de stresser l'organisme et d'avoir par conséquence des effets sur le système cardiovasculaire et le métabolisme, pouvant engendrer un diabète de type 2. En France, on considère qu'il y a 26 millions de personnes qui sont exposées à des niveaux de bruit, enfin, à des niveaux supérieurs à 55 décibels par rapport au bruit des transports. Et je vous rappelle que 55 décibels, c'est un des seuils que l'OMS a fixé pour définir des effets extra-auditifs sur la santé. Au niveau de la recherche sur cette question entre exposition au bruit et diabète, donc en 2018, le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé a élaboré des lignes directrices sur le bruit environnemental en mettant en évidence des effets du bruit, notamment sur le sommeil, et recommande très fortement de limiter les expositions au bruit des populations pour limiter les effets sur la santé. Dans les études qu'on a sur le sujet entre bruit des transports et diabète de type 2, on a 2 méta-analyses. Une première méta-analyse qui s'est intéressée, la méta-analyse la plus récente a montré un effet significatif entre l'exposition au bruit du trafic routier et le diabète de type 2. Une méta-analyse plus ancienne s'est intéressée, elle, au bruit. En fait, ça saute en permanence. Je crois que Camille est allée voir, on est en train de résoudre le problème. C'est un peu perturbant Oui. pour on va essayer de faire avec. Je fais avec, mais ça perturbe. Effectivement. Donc du coup, la méta-analyse la plus ancienne, elle a montré un effet positif, enfin un effet du bruit, d'exposition au bruit du trafic routier et du trafic aérien sur le risque de diabète. Cependant, en fait, ces méta-analyses, elles ont mis en évidence en fait qu'on avait, c'était des études de petite taille qui n'avaient pas forcément fait la différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2. On avait un suivi des populations qui était assez court et elles ne considéraient pas forcément les facteurs individuels de risque. Il y a très peu d'études en Europe. La plupart des études en Europe sont plutôt sur les pays de Norvège, Suède, Danemark. Et on n'a aucune étude en France. Donc, au vu de ces constatations et fort des données qu'on avait dans la cohorte 3N, on a eu l'idée de développer ce projet qui s'appelle Brouhaha, qui vise donc à évaluer l'association entre l'exposition au bruit des transports et le risque de diabète de type 2 dans la cohorte et la génération 1 de la cohorte. Au niveau de la population d'études, donc, on s'intéresse donc aux femmes de la génération 1 qui vont avoir vécu en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes sur la période 2000-2014. Pourquoi ces 2 régions? Parce qu'en fait, on avait besoin de données environnementales qui soient homogènes et comparables. Et on travaille donc avec les 2 observatoires du bruit qui sont sur le territoire, à savoir Acousité et Bruit Parif. On a aussi
on a aussi inclus les cas incidents de diabète qui sont survenus sur la période 2000-2014. Au niveau de la méthodologie pour estimer les expositions au bruit des transports, c'est un peu le même principe que vous a présenté Delphine. On a localisé nos participants, on a notre carte du bruit des transports dans le millefeuille et on va évaluer l'exposition moyenne au bruit par année sur la période de notre étude, donc sur 15 ans. Et donc ce travail-là, on l'a fait en grande collaboration avec Bruit Paris et Acousité. J'ai voulu aussi vous montrer quelques cartes quand même pour vous faire voir un petit peu la différence de bruit et des différences d'exposition selon les types de bruit. À gauche, vous avez la carte du bruit en journée lié au bruit des avions. Donc, on voit très bien les orientations des pistes de décollage et d'atterrissage des deux grands aéroports parisiens. Et le bruit routier qui est beaucoup plus répandu et qui qui peut toucher beaucoup plus de personnes sur l'Île-de-France. De façon similaire, je vous présente aussi rapidement cette carte sur la métropole de Lyon à gauche sur le bruit routier. Et j'ai fait une capture d'écran à droite pour zoomer un petit peu sur le bruit issu des décollages et des atterrissages sur l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Donc, au niveau des analyses statistiques, on estime des associations avec un hazard ratio, avec un intervalle de confiance à 95%, qu'on a calculé pour chaque bruit spécifique et de façon cumulée. Et on a fait tourner des modèles de Cox avec l'âge comme échelle temporelle. Au niveau de notre population d'études, donc on a pris toutes les femmes de la cohorte, on a exclu celles qui ne vivaient pas en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, on a exclu celles qui avaient un diabète prévalent, celles qui n'avaient pas répondu au questionnaire. On a aussi exclu celles pour lesquelles on n'avait pas de données de bruit et on a une population globale finale de 18 926 participantes, dont 825 cas de diabète. Au niveau de la répartition de notre population sur le territoire, donc on est sur une population qui est majoritairement urbaine, avec un niveau de précision sur la région Île-de-France qui est de 98% à la plaque adresse. Il est 75% à la plaque adresse en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela s'explique parce qu'on a plus de population en milieu rural avec des adresses au niveau de la voie, ou du lieu-dit, pardon. Au niveau des caractéristiques de nos participantes, elles avaient en moyenne 59 ans en 2000, pour le début de l'étude. 88% d'entre elles étaient exposées au bruit du trafic routier, avec un niveau moyen à 61 décibels. 57% d'entre elles sont exposées au trafic ferré et 7% d'entre elles au trafic aérien, sachant que pour le trafic aérien, c'est pratiquement que des femmes résidant en Île-de-France, parce qu'on a très peu de participantes 3N qui vivent à proximité des aéroports en Auvergne-Rhône-Alpes. 16% des cas de diabète avaient un antécédent de diabète chez au moins un de leurs parents. 57% des cas sont en situation de surpoids ou d'obésité dans notre étude et 35% des femmes sont des anciennes fumeuses, peu importe qu'elles soient cas ou témoins. Et leur exposition à la pollution de l'air était similaire pour les cas ou pour les non-cas. Au niveau de la description des expositions, donc c'est un petit peu similaire à la tendance sur la pollution de l'air. Sur la période d'étude, on a remarqué une diminution globale de l'exposition au bruit, mais peu importe le bruit. Et on avait 55% de nos femmes qui étaient exposées à la fois à un bruit routier et à un bruit ferré, et 31% qui sont exposées seulement à un bruit routier. Ce graphique-là, en fait, vous présente en vert les femmes qui sont moins exposées. C'est les femmes qui sont sous le seuil des recommandations de l'OMS. Et en rouge, c'est les femmes qui sont au-delà des seuils français, sachant que, si vous l'avez retenu un petit peu, les seuils français sont plus élevés que les seuils de l'OMS. Ce qu'on peut en conclure, c'est que le nombre de femmes dans la tranche verte augmente et que le nombre de femmes dans la tranche rouge diminue. Donc, on a vraiment une diminution de l'exposition dans le temps, sachant que les femmes en Auvergne-Rhône-Alpes sont un peu moins exposées à des bruits de forte intensité que celles d'Île-de-France. Au niveau des résultats, donc on observe une légère association entre l'exposition au bruit routier et le risque de diabète de type 2 en ajustant sur la pollution de l'air. Et on a ce résultat-là, qu'on considère le bruit au niveau journal, enfin, sur toute la journée, ou au niveau uniquement le bruit routier la nuit. On n'observe pas d'association pour les autres types de bruit. Par rapport, donc notre étude par rapport à d'autres études, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est
on trouve les mêmes résultats avec les autres publications sur le sujet par rapport au bruit du trafic routier, notamment les méta-analyses et une étude de cohorte de Sorensen. Pour le bruit en journée, quand on le considère la nuit, les études sont encore discordantes. Pour le bruit ferré, on n'observe pas d'association et il y a encore très peu d'études sur le sujet et vous voyez, elles ne sont pas encore tout à fait toutes concordantes. Et sachant qu'on est vraiment la première étude, je pense, au niveau mondial à considérer le bruit uniquement la nuit. Et pour le bruit aérien, on ne trouve pas d'association, mais on a un tout petit effectif, donc vraiment, voilà. Les forces de cette étude-là, donc c'est la plus grande épidémiologique à ce jour en France qui s'intéresse à l'impact du bruit des transports sur le diabète de type 2. On a aussi pu intégrer les différentes sources de bruit, trafic routier, ferré ou aérien de façon individuelle, mais aussi de façon cumulée, ce qui était une des limites qui avait été pointée dans les méta-analyses. Grâce au travail que vous faites quand vous répondez au questionnaire, on a pu vraiment considérer les facteurs individuels de risque détaillés pour les participantes. On a intégré aussi l'histoire résidentielle dans le calcul de l'exposition au bruit. Et puis, les cas sont bien sûr identifiés de façon rigoureuse avec les bases de la MGEN. Cependant, notre étude a quelques limites. On ne connaît pas les capacités auditives de nos participantes, on ne les connaissait pas. On ne connaît pas non plus le temps qui est passé à la maison. On ne sait pas où est localisée la chambre. Est-ce qu'elle est plutôt sur cour ou plutôt sur rue? Ce qui va avoir un impact différent sur l'intensité sonore. On ne connaît pas non plus les expositions professionnelles et intérieures avec les bruits peut-être de voisinage. Et on n'avait pas d'informations suffisantes sur les habitudes de sommeil et les durées de sommeil. C'est pour ça que dans le dernier questionnaire, le Q13, on vous a posé toutes ces questions sur votre sommeil et vos capacités auditives. Une des perspectives de ce projet, donc, c'est le volet B. C'est une étude pilote avec des outils connectés pour évaluer en fait, l'effet du bruit sur des marqueurs cardiométaboliques qui va s'adresser à la génération 2 de la cohorte, où en fait, l'idée, c'est d'équiper en fait, 120 volontaires de montres, de tensiomètres connectés, de capteurs de glycémie, d'un dosimètre pour mesurer le bruit et de porter ce dispositif pendant une semaine. Donc, on compte sur vous pour relayer ce super projet, soit à vos enfants, soit s'il y a des personnes de la génération 2 pour participer à cette étude pilote. On espère le lancer prochainement. On a déjà passé plusieurs étapes réglementaires et on attend l'avis formel de la CNIL pour lancer le projet officiellement. Et on a hâte de travailler avec vous sur ce sujet-là. Je remercie les partenaires, l'Université Gustave Eiffel, Acocité et Bruit Parif, les financeurs. Je remercie bien sûr tous les participants de la cohorte et un merci spécifique à tous mes collègues de la cohorte 3e génération et les personnes avec qui je travaille de façon rapprochée sur ce projet-là parce que je les sollicite beaucoup, donc merci. Merci Letty. Est-ce que les présentations que vous avez entendues vous ont inspiré des questions? Si vous avez, oui, faites pas tout de suite la pause. On va d'abord prendre des questions si vous en avez. On est obligé de poser une question tellement c'était bien, donc bravo à vous. Non, je voulais poser une question assez générale, globalement. On connaît bien la cascade, à savoir bruit, stress, et donc dérégulation du sommeil. Enfin, vous l'avez super bien expliqué. Et puis après, production d'adrénaline, cortisol, et donc dérégulation de l'insuline, enfin la balance insuline-glucagon, ce qui amène au diabète de type 2. Et donc en fait, ma question était entre tout ce que vous montrez sur le côté association d'eux et le lien de causalité, et on est obligé d'y passer, notamment par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de convaincre le pouvoir public, de changer la loi. Donc on tombe sur le lien de causalité. Et donc, est-ce que vous avez les moyens, envisagés d'eux, des prises de sang, voilà, des marqueurs qui deviennent biologiques,
parce que eux amènent quand même vers des liens de causalité plus que le côté épidémio-association d'eux. Merci. Merci. Ouais, c'est bon. Merci de votre question. Dans le volet A, c'est pas encore, c'est pas, ça sera pas vraiment possible. Enfin, faut qu'on en discute. Mais par contre, dans le volet B, en fait, on fait des prélèvements 2 jours, le matin et le soir, pour pouvoir doser le cortisol dans le sang. Ça fait partie du dispositif qu'on va évaluer. Donc, une mesure en journée et une mesure le week-end, matin et soir. Merci. Et je crois qu'il n'y a pas de questions des personnes en visio. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une rapide question? Oui, une rapide question, une rapide réponse. Oui, bonjour, Mayana Ossai de l'Institut de santé publique de l'INSERM. Une question rapide sur les PCB, vous en avez parlé. Je me demandais si vous arriviez à distinguer les voies d'exposition. Là, vous en avez parlé pour voie respiratoire, je suppose, et tout à l'heure par l'alimentation. Est-ce que c'est possible dans vos analyses de distinguer par quelle voie les personnes sont exposées? Là, pour le coup, on a utilisé des modèles d'exposition à la pollution de l'air. Du coup, c'est justement pas des dosages sanguins qui nous permettent, là, pour le coup, de ne pas savoir si ça provient des expositions via l'air ou via l'alimentation. Donc là, dans cette étude-là, vraiment, on s'intéressait aux PCB émis dans l'atmosphère. Merci beaucoup. Alors, vous nous faites tous, en tant que chercheurs, le CQFD de ce qu'il fallait démontrer. Moi, je vais vous faire le CQFR de ce qu'il fallait retenir. Enfin, je vais essayer du moins. On a bien compris au fil de vos propos la nécessité à la fois de structurer, mais aussi d'organiser les données en couches thématiques pour les systèmes d'information géographiques. Ces données, elles sont sociodémographiques, géographiques, géospatiales, environnementales. Et ça vous permet, si j'ai bien compris, d'analyser les participants d'une cohorte. Autre outil précieux dont vous nous avez parlé, le géocodage, qui permet de localiser les participants et d'identifier, d'étudier les disparités territoriales. Et vous avez pu ainsi observer des changements dans la localisation des participants au fil des années, avec, vous nous l'avez dit, un déplacement vers les littoraux et vers les espaces ruraux. Alors, l'utilisation de la cartographie, elle est intéressante pour anticiper les risques, mais aussi évidemment pour les prévenir et pour étudier les effets de l'exposition à des polluants sur la santé en tenant compte des facteurs spatio-temporels. Enfin, vous nous avez parlé de l'application d'outils géographiques en épidémiologie, et ça permet quoi? Ça permet d'étudier les liens entre l'environnement et la santé, notamment le cancer et les maladies cardio-métaboliques. Et tous ces éléments qui nous ont été présentés soulignent finalement l'importance de l'intégration des données géographiques et environnementales dans les études de santé publique. Et parmi ces données, il y a notamment les approches d'études des effets de la pollution de l'air. Et vous nous avez présenté 2 méthodologies principales, l'approche individu-centrée qui est axée sur les expositions industrielles et l'approche territoriale qui examine quant à elle les polluants urbains comme les particules fines. Votre propos, il a aussi permis de comprendre l'utilisation de modèles prenant en compte divers facteurs tels que la distance par rapport à la source d'émission, la direction du vent dominant ou encore l'intensité d'émission pour prédire les concentrations de polluants. De quoi établir, comme vous nous l'avez dit, une cartographie des expositions en générant des cartes à haute résolution spatiale pour visualiser les expositions aux polluants sur une période de 20 ans, montrant des variations significatives à la fois dans le temps et dans l'espace. L'impact de la pollution sur la santé, il apparaît évident avec des études sur le lien entre l'exposition à la pollution de l'air et le risque de cancer du sein. Et vos résultats sont éloquents. Ils indiquent une augmentation du risque associé à plusieurs polluants. C'était l'occasion aussi de comprendre l'importance des données historiques et la nécessité de reconstituer les expositions passées pour mieux comprendre les effets à long terme sur la santé, mais aussi de prendre la mesure de ce que vous appelez l'effet cocktail, sachant que les individus sont exposés évidemment à plusieurs polluants simultanément, ce qui complique l'évaluation des risques pour la santé. En tout état de cause, la pollution de l'air reste un problème de santé publique majeur, avec des recommandations très claires de l'OMS qui indiquent que la majorité des Français sont encore surexposés à des niveaux de pollution préoccupants. Vous nous avez aussi précisé que 26 millions de personnes sont exposées à des niveaux de bruit supérieurs à 55 décibels. C'est le seuil, on rappelle, au-delà duquel l'OMS considère qu'il peut y avoir des effets sur la santé. Et effectivement, le bien nommé projet Brouhaha, Élodie, dont vous nous avez parlé, a vocation à étudier l'association précisément entre l'exposition au bruit des transports et le risque de diabète de type 2, en se concentrant sur les femmes qui vivent à la fois en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2000 et 2014. Les facteurs de risque de diabète incluent l'âge, l'hypertension, le surpoids, un mode de vie sédentaire et une alimentation déséquilibrée. Voilà à peu près ce qu'il fallait retenir. Alors, la matinée a été
été très riche. L'après-midi le sera tout autant. Il est temps de marquer une pause pour vous permettre d'aller déjeuner. Alors, comme tout à l'heure, vous allez trouver 2 buffets, un à ce niveau et un à l'extérieur enfin, à l'extérieur de l'amphithéâtre et l'autre au niveau de l'accueil. Sachez qu'à l'étage, il y a quelques places assises. C'est une information qui peut être utile pour certains d'entre vous. En tout état de cause, n'hésitez pas, comme tout à l'heure, à bien vous répartir entre les 2 espaces pour pas être trop serré. Et on se retrouve ici même à 13h50. Bon appétit, hein.